Jean-Jacques Rousseau. Un nom que tout le monde connaît, un des penseurs les plus influents de l'histoire, mais aussi, peut-être, l'un des plus paradoxaux. Alors, la question est simple. Comment un seul et même homme a-t-il pu être à la fois l'inspiration de la liberté la plus absolue et en même temps le théoricien d'une tyrannie potentielle? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Explosif. C'est le mot, n'est-ce pas? C'est Vaughan à viser juste. Parce que le contrat social, ce n'est pas qu'un simple livre de philosophie, non, c'est une véritable bombe intellectuelle. Une de celles dont les ondes de choc se font encore sentir aujourd'hui. On est en 1762, le livre est publié, et quelques décennies plus tard à peine, la France s'embrase. Et il ne faut pas croire que cet ouvrage va rester sagement sur les étagères. Pas du tout. Ces idées vont descendre dans la rue, elles vont être brandies, elles vont devenir le carburant idéologique d'un des plus grands bouleversements de l'histoire. Et nous voilà au cœur du problème, au cœur du fameux paradoxe Rousseau. Comment cet homme a-t-il pu être vu à la fois comme le grand champion de la liberté individuelle et en même temps comme l'architecte d'un État au pouvoir écrasant, un État qu'on pourrait même qualifier de totalitaire? C'est cette contradiction qu'on va tenter de comprendre. En fait, on dirait qu'il y a deux Rousseau. D'un côté, on a le Rousseau d'Émile ou du discours sur l'inégalité qui célèbre l'individu, et de l'autre, on a le Rousseau du contrat social qui, lui, affirme que l'individu doit être, et c'est très fort, rigoureusement subordonné à l'État. Alors comment on peut réconcilier ces deux visions qui ont l'air, à première vue, complètement opposées? Pour y voir plus clair, on va commencer par l'image qu'on a tous plus ou moins en tête, celle du Rousseau défenseur de l'individu, le grand individualiste. Et cette image, attention, elle n'est pas complètement fausse. Bien sûr que Rousseau a glorifié un état de nature, qu'il a critiqué la société et sa corruption, qu'il a imaginé dans Émile l'éducation parfaite d'un enfant, loin de toute mauvaise influence. Donc on comprend bien pourquoi on le voit comme ça. Mais cette lecture, en réalité, elle est loin d'être complète. Et c'est là que sa pensée prend un tournant vraiment surprenant. Pour bien saisir Rousseau, il faut creuser, car il y a un malentendu énorme sur ce qu'il considérait, lui, comme le véritable ennemi de notre liberté. La fameuse phrase, c'est « l'homme est né libre, et partout, il est dans les fers ». D'accord? Mais la vraie question, c'est « qui a forgé ces fers? Qui est le vrai responsable ?» Et la réponse, elle est beaucoup plus subtile qu'on ne l'imagine. Et voilà la réponse. L'ennemi numéro 1 pour Rousseau, ce n'est pas l'État. Non, pas du tout. Le vrai coupable, la source de tous les maux, c'est la société. C'est le simple fait de vivre avec les autres qui, selon lui, nous rend égoïstes, vaniteux et malheureux. Imaginez un peu le tableau, selon lui. La société, ça nourrit l'égoïsme, ça nous pousse à vouloir constamment dominer nos voisins, ça crée ce qu'il appelle une guerre incessante entre nous tous, où on finit par sacrifier notre vrai bonheur pour de simples apparences. En gros, la vie en communauté, c'est le chaos. Et face à un tel constat, il fallait une solution radicale. Et c'est là qu'arrive sa solution. Et c'est sans doute l'un des concepts les plus choquants, les plus contre-intuitifs de toute la philosophie. Pour Rousseau, le seul remède aux maux de la société, eh bien, c'est un État tout-puissant. Ce remède, c'est le fameux contrat social. Et attention, on ne parle pas d'un petit accord à l'amiable, on parle d'une aliénation totale, une reddition absolue. Chaque individu doit abandonner tous ses droits, tous ses pouvoirs et les remettre entre les mains de l'État. C'est seulement en renonçant complètement à sa liberté naturelle qu'on peut, et c'est tout le paradoxe, devenir vraiment libre. Le processus qu'il décrit est une véritable métamorphose. Au départ, l'individu n'est qu'un animal stupide et borné, mais en se soumettant totalement à l'État par le contrat social, il se transforme en citoyen, en un être moral, un être doué de raison. Sa liberté n'est plus une sorte d'indépendance sauvage, c'est une liberté civile, encadrée et protégée par la loi. Et cette loi, c'est l'expression de ce qu'il nomme la volonté générale, l'intérêt commun qui doit toujours primer sur les petits intérêts de chacun. Cette citation résume tout, et elle est sans aucune ambiguïté. Pour Rousseau, la force de l'État n'est pas l'ennemi de la liberté. Au contraire, elle en est la seule et unique garantie. C'est l'État qui protège l'individu, non pas de lui-même, mais de la menace que représentent les autres. Bon, tout ça c'est de la théorie, mais ça ne va pas rester dans les livres. Ces idées vont avoir un impact bien réel, et même violent, sur l'un des événements les plus marquants de l'histoire du monde, la Révolution française. C'est incroyable, parce que les deux facettes de Rousseau vont être utilisées. D'un côté, en 1789, au début de la Révolution, on se réclame de lui pour défendre la liberté individuelle. Mais à peine 4 ans plus tard, en 1793, en pleine période de la Terreur, c'est ce même Rousseau qu'on cite pour justifier un État où l'individu doit totalement s'effacer. L'État devient tout. Et c'est ça, l'héritage absolument stupéfiant du contrat social. Un seul et même livre a servi de base à deux visions radicalement opposées au sein de la même révolution.
Ça montre bien à quel point sa pensée était puissante, mais aussi terriblement ambiguë. Et on se quitte sur cette question qui, au fond, reste d'une actualité brûlante. Ce paradoxe de Rousseau nous force à nous interroger sur les liens si compliqués entre la liberté, la société et le pouvoir. Et il nous rappelle peut-être qu'une quête de liberté absolue, si elle est mal comprise, peut nous mener tout droit à son contraire.